نستمع الآن من ممثل الشركة المالية أكسس كابيتال الدكتور باسم عجاء ممثلا الأستاذ وليد أبو سليمان حول تأثير بازل 3 على المصارف اللبنانية. شكرا. أنا كمان بدي أقلد زميلي اللي حكي بالفرنساوي، خاصة إنه نحن هون بالصرح، مع العلم تحضرت القصة بالإنجليزي كلها سوا. بدي بس اخذ كفه من مطرح ما وقف الاستاذ مروان بحديثه. Effectivement, donc il y a un problème au niveau de BAL 3, c'est un problème lié à l'anticipation, ce qu'il a appelé le sentiments, donc c'est l'anticipation. Ça se trouve au niveau donc de tout ce qui est marché financier, et ça se fait par le biais de ce qu'on appelle la volatilité implicite. La volatilité implicite implique nécessairement, d'accord, la prise en compte donc des anticipations. Et comme Monsieur Marwan l'avait dit, il a dit, et je le félicite parce que c'est la première fois que je l'entends de cette façon, il a dit que le passé c'est le passé. Effectivement, donc on ne peut pas prendre ce qui est dans le passé dans le futur, surtout si on sort d'une période de crise et on se met en une période donc où on a du calme et on applique les paramètres ou vice-versa. Donc dans les deux sens, ça ne va pas. Donc effectivement, ça c'est parmi les critiques qu'on peut formuler à l'égard donc de BAL 3. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Comme on l'avait dit, donc je représente la société Axis ici là-dedans. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit avant moi parce que aussi j'avais fait le tour du problème, je crois. Donc je voulais d'une façon ou d'une autre essayer de faire en sorte je vais essayer de me concentrer sur l'aspect, sur le côté technique. Alors il y a un problème, non? Donc je vais essayer de passer, mais tout d'abord j'étais en train de, quand je venais ici, pardon, je réfléchissais à une chose importante. On nous avait posé une question quand j'étais à Paris, demandé c'était quoi le métier de la banque. Comme d'habitude, tout le monde sait c'est quoi le métier de la banque. Eh bien, la réponse, elle était complètement ailleurs. Le métier de la banque, et c'est pas autre chose, c'est la gestion du risque. Donc, aujourd'hui, la gestion du risque, c'est le métier de la banque. Et ceci depuis la création des banques. Si on se trompe ou si on change la définition, ça reste toujours la gestion du risque. À quoi sert un capital? Un capital sert avant tout, donc, à effacer les pertes. Donc, le capital, c'est pour tout simplement absorber donc les pertes générées par les risques que prend l'activité de la banque. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on pense à la crise de 2007-2010, et non pas 2008, puisque la crise, elle avait commencé réellement au mois de mars 2007, quand on pense à cette crise, on voit qu'il y a des raisons réelles là-dedans. C'est quoi la raison? Il y en avait une panoplie, mais ce qui nous importe le plus au niveau de BAL 3 ici, c'est avant tout donc le risque en soi-même, le risque, on a mélangé des familles de risques où même la modélisation mathématique ne pouvait plus, ni d'une façon ni d'une autre, donc pouvoir en réalité montrer ce risque que couraient les banques. C'est quoi? En fait, une banque, si j'emprunte par exemple auprès d'une banque 1 million de dollars, si je fais faillite, je mets en danger la banque. On est tous d'accord là-dessus. Si la banque fait faillite à cause de moi, parce qu'elle ne peut plus faire face à ses paiements, donc, et bien entendu, à travers l'effet domino aussi au niveau du système bancaire, il va y avoir en fait un problème au niveau du système bancaire complet. Donc l'idée de base, c'est que les autres banques acceptent d'une façon ou d'une autre de prendre une partie de cette dette, d'accord? Et si, de façon à ce que si je fais faillite moi-même, il n'y aura pas de problème, il y aura des pertes, sûrement, ça va être affaibli le système bancaire, mais de toute façon, il n'y aura pas de problème, donc systémique, ce qu'on appelait dit systémique.
Et donc, c'est justement donc au niveau des marchés des produits dérivés que la crise est sortie. Donc là, sur ce que vous voyez devant vous, donc j'essaye de me montrer l'importance donc des instruments de dérivés de crédit et surtout l'implication des banques, ce que vous voyez en fait à la fin ici au niveau donc de ce graphique. Alors le CDS, je ne veux pas entrer au niveau donc de tout ce qui est formulation mathématique, même si j'adore ça. C'est juste, sachez que c'est un CDS, c'est tout simplement, ça ressemble à une assurance de voiture, d'accord, contre le risque de défaillance de quelqu'un à qui on a prêté de l'argent. Sa prime, elle est donnée en bas, donc par le biais de ce qu'on a appelé le fair spread, donc qui donne ceci. Un autre type donc de ces instruments, c'est le basket default swap. La seule chose qui m'intéresse donc dans ce slide, c'est la dernière, la correlation of defaults. Donc c'est tout simplement la corrélation des défauts. C'est-à-dire que quand vous avez un CDS, une assurance, pas sur une seule voiture, mais sur plusieurs voitures, donc aussi il faudrait savoir si l'accident d'une voiture va impliquer l'accident donc d'autres voitures. Et ça c'est extrêmement important. Sachez que ça représente un risque énorme pour l'émetteur du CDS ou l'émetteur du basket default swap. Donc, on a dit, comme je l'avais dit il y a quelques secondes, le fait de demander en fait aux autres banques de prendre une partie du crédit donc qu'on a octroyé à l'autre personne, bah aussi pourquoi ne pas demander aux investisseurs? Donc, on a packagé ça dans une sorte de ce qu'on a appelé un instrument financier qu'on a appelé le CDO. Et regardez ce mécanisme qui se trouve là-haut. Donc, les borrowers, les bank financial institutions, through something that we call the special purpose vehicles, donc on va directement vers les investisseurs. Bien entendu, l'émission, comme mon collègue l'avait dit à un moment donné, elle est un tout petit peu, ou plutôt les détails techniques sont un peu complexes, mais si vous regardez donc au niveau de ça, par exemple, ça c'est au niveau de l'émission, les tranches d'émission des CDO, c'est juste pour vous montrer parce qu'il y a le rating. Donc c'est la notation, à combien on donne donc une notation à chaque tranche. Et bien entendu, ça montre un tout petit peu la complexité aussi du pricing. La courbe en jaune, ça montre donc le montant global. Et si vous voyez par exemple le summum au mois le premier trimestre Q1 donc de 2007, ça s'était levé à 180 milliards donc de dollars. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails mathématiques parce que je crois que ça va assommer donc pas mal de personnes qui n'aiment pas les maths nécessairement. Mais sachez que pour estimer le risque correctement, il vous faut des modèles mathématiques. Ces modèles mathématiques peuvent avoir une complexité, tout dépend donc de leur aspect là-dedans. Je vais me passer aussi de ça. C'est une représentation que j'ai trouvée assez géniale au niveau de la représentation du risque, qui montre le risque sous différentes, en fait, parce que ça c'est un tout petit peu, même si on parle du risque, il faudrait quand même savoir comment on le montre. Il y a une dimension épistémique qui représente les modèles et la représentation, la modélisation du risque lui-même. Il y a une dimension théologique qui concerne avant tout les objectifs. Il y a une dimension axiologique, si je peux me permettre, donc c'est le système des valeurs. Il y a une dimension déontologique, donc c'est tout ce qui est les normes et les règles. Et puis enfin, il y a l'aspect historique, ce qu'on appelle les historiques donc de ce qu'on a comme risque. Bien entendu, une des choses, à mon sens, qui a contribué fortement, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir expliquer ce graphique, parce que je crois que c'est une des raisons majeures de l'avènement, je dirais quelque part, de la crise de 2007. On a toujours l'habitude, et ça surtout les mathématiciens et les statisticiens, quand on veut modéliser un risque, quand on veut en réalité estimer ou donner au patron de la banque, qui n'est pas nécessairement un mathématicien ou qui n'est pas nécessairement un technicien de base. Il a une bonne connaissance en management, il a une bonne connaissance en finance, mais ce n'est pas son truc, donc l'aspect technique. On lui dit, tiens, il y a deux dimensions. Il y a l'impact, en d'autres termes, combien elle perd la banque si cet événement se produit, et puis il y a la probabilité. On lui dit, ça c'est la probabilité. Pour calculer une sorte d'espérance, et c'est sur cette base que la banque fait sa tarification, parce que mon collègue aussi il a parlé de l'augmentation donc des taux d'intérêt pour les consommateurs, ben c'est sur cette base qu'on va essayer de sortir ce chiffre. On multiplie
l'impact par la probabilité. Alors pour la banque, elle dit que tant que le produit impact fois probabilité est inférieur à une certaine constante fixée par la banque, ça va. Du moment où ça devient un peu plus grand, là il y a un gros problème. Donc la seule chose qui a été en fait oubliée à mon sens, c'est la détection du risque. La détection. Qu'est-ce que j'entends par la détection? C'est exactement ce qui s'est passé en 2007. On n'a pas su voir la crise arriver. Tout le monde, même Standard & Poor's, je ne pense pas que ces gens qui fraudaient nécessairement, mais je crois honnêtement que c'est une question liée à leur compétence à détecter donc le risque arrivé. Et ils n'ont pas su le faire. Et pour l'instant, cette dimension, elle est oubliée. Et bien justement, si je applique le même principe, je multiplie les trois ensemble, c'est-à-dire impact, probabilité, multiplié par détection, tant que je suis en dessous de cette surface que vous voyez ici, ça va. Du moment où je monte au-dessus, donc là, il y a un problème donc là-dessus. Je ne vais pas passer sur ça, même si j'avais fait une belle présentation donc là-dessus, mais je ne veux pas le faire parce que ça a été dit largement. C'est juste, j'aimerais bien que vous voyiez un tout petit peu l'exigence au niveau des fonds propres de la banque. C'est regardez, vous voyez donc ce que vous voyez à votre gauche, ça appartient à BAL 2, ce que vous voyez donc à votre droite, ça appartient à BAL 3. Et si vous regardez, il y a les pourcentages donc là-dedans. J'aimerais bien juste noter le fait que pour celui-là, je ne sais pas où est la souris, mais en fait, en dessous de to be defined, il y a de 0 à 2,5. Effectivement, ça c'est l'affaire du régulateur national. Donc, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est la Banque centrale qui devrait définir donc ce pourcentage. Et vous voyez bien là où ça clignote new. Donc ça, tout ça c'est nouveau donc dans le cadre de BAL 3. Ça, c'est une autre vue que j'ai trouvée sur Internet. Je suis désolé de ne pas mettre la référence, mais c'est parce que je n'ai pas eu nécessairement le temps. Si vous regardez, donc là, ça vous montre un tout petit peu le changement. Et ce qui est assez intéressant, c'est la déclaration, ou plutôt l'introduction par BAL 3 d'une nouvelle notion, donc de ce qu'on appelle le GCFI, c'est-à-dire, je vais vous le dire tout de suite, si j'y arrive à faire bouger ma souris, c'est Globally Systematically Important Financial Institution. Alors comment elle est définie en fait? Elle est définie par trois paramètres: sa taille, ses interconnexions, et puis en fin du compte, je dirais la capacité de la substituer par une autre institution. Et là-dessus, vous avez deux exemples. Lehman Brothers. On a parlé, M. Saad avait dit à un moment donné, on aurait pu éviter. Oui, ils auraient pu éviter, comme ils avaient sauvé McFreddy et l'autre et Fannie, comme ils avaient pu sauver ça, parce que il n'y avait pas les requirements, donc les prérequis pour pouvoir les remplacer. Mais Lehman Brothers, il est remplaçable, même si sa taille était 20% en termes de market maker, donc au niveau du marché financier. Malgré cela, quand même, on a pu s'en passer. Donc c'est pas là le problème. Il y a il y a une autre banque qui peut reprendre l'activité. Et c'est ce qu'ils ont fait là-dessus. Écoutez, je ne veux pas trop insister là-dessus parce que je crois que mes collègues donc ont tous parlé là-dessus. Juste, j'aimerais bien parler d'une seule chose qui, à mon sens, un tout petit peu a de l'importance, c'est l'impact sur l'économie libanaise. Et je termine par ça, je vous rassure. Donc, l'idée principale au niveau donc de BAL 3, c'était tout simplement de renforcer les banques pour faire face aux crises, suivant le principe qu'il n'y a que le capital qui peut, d'une façon ou d'une autre, absorber les pertes générées par donc, les risques pris sur les marchés. Alors, le too big to fail, ce sont en fait tout simplement les fameuses GCFI, donc c'est tout simplement des institutions, on ne peut pas se permettre, l'État ne peut pas se permettre, même si elle doit payer l'argent du contribuable, elle ne peut pas se permettre donc de laisser je dirais, cette banque faire faillite. Alors, au niveau du Liban, j'ai entendu l'autre jour Dr Tarabaï sur CNBC Arabia. La nuit, donc, j'étais en train de regarder la télé et puis je le voyais à la télé en train de dire la chose suivante. Le gouverneur de la Banque centrale donc au Liban n'a pas privé ou n'a pas empêché les banques libanaises
de travailler avec les produits structurés, ce qu'ils appellent en arabe le mushtaqat al-masmoumi. Mais il leur a demandé que si vous voulez travailler avec, il faudrait obligatoirement donc faire une étude de risque. Et puis il continue, Dr Tarabay, dans son discours, il dit, mais bien entendu, vu qu'on n'a pas les compétences, les banques ont préféré plutôt donc tout ce qui est obligation de l'État pour pouvoir générer plus de rentabilité. Effectivement, donc c'est ce qu'ont fait les banques libanaises. Donc les banques libanaises se trouvent dans un état assez, je dirais, correct, healthy. Et je crois que le but de Bâle III, c'était pour les grosses banques. Ces banques n'ont pas d'exposure ou d'exposition internationale. C'est pour cela, je crois, que l'impact va être extrêmement donc réduit. J'ai juste voulu répondre, donc j'ai fait ce slide maintenant à Madame Violette concernant est-ce que la diminution du crédit va impacter, en fait, ou plutôt Bâle III va diminuer. La réponse est non, parce que le coût généré par l'aventure d'un certain nombre de banques ou d'institutions financières a coûté beaucoup plus cher en termes de PIB, GDP, que réellement donc la baisse générée par le fait de Bâle III. Et je dirais quelque part, je me joins donc à M. Marwan en ce qui concerne le renforcement donc de Bâle III en introduisant un nouveau paramètre qui est donc ce qu'on appelle, essayons d'appeler ça un paramètre implicite qui reflète les anticipations des acteurs, que ce soit donc des clients ou les banques. Merci à vous.